Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de ce vendredi. L'Afrique de l'Ouest est secouée par une vague de coups d'État où les putschistes cherchent, comme vous le savez souvent, à légitimer le acte par une ferveur populaire immédiate. Dans ces nations en crise, la foule descend généralement dans la rue, portant les militaires au nu et les griefs sont élevés au rang de motif justifiant la rupture constitutionnelle. Or, le cas du Bénin, précisément du 7 décembre 2025, force l'interrogation et fait figure même d'exception notable dans la sous-région. Face à ces soubresauts, les citoyens béninois est resté ce dimanche, semble-t-il, plus dans la circonspection et la question du pourquoi un putsch que dans l'adhésion. Le terrain n'a pas pris feu, le coup n'a pas trouvé donc son plébiscite dans la rue avant même d'être déjoué. C'est précisément cette absence d'adhésion populaire, ce calme, cette résilience qui nous invite à nous questionner de nouveau sur le véritable état de la nation béninoise. Alors, est-ce une preuve que le Bénin possède une âme démocratique plus profonde ou que la stabilité est devenue la seule valeur refuge et surtout l'absence de soulèvement populaire est-elle un plébiscite en faveur de la gouvernance talent? C'est le thème de notre débat ce soir et en second temps, nous allons apprécier ensemble les 28 guépards convoqués par Guénoro pour le stage de préparation de la CAN Maroc 2025. Chers invités, bonsoir, je commence par le premier arrivé, Roméo Aïsségui. Oui, bonsoir Madame Angèle, bonsoir chez vous. Monsieur Innocent Godonou, bonsoir. Bonsoir Madame Toboula, bonsoir chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et enfin Monsieur Nicolas Sokwetan, bonsoir. Bonsoir Madame Toboula, bonsoir à tous. C'est le plateau de tous les vendredis, mesdames et messieurs. Roméo Aïsségui, analyse politique, et Innocent Godonou et Nicolas Sokwetan sont des enseignants qui s'y connaissent également en questions sportives et évidemment qui analysent avec nous l'actualité sur ce plateau tous les vendredis. Alors, Monsieur Godonou, Monsieur Sokwetan, Monsieur Godonou, ce soir je commence par vous. C'est un privilège pour moi. Là, du vendredi, c'est à M. Sokwetan, je crois bien. Oui. Mais bon, voilà, c'est à vous maintenant. Oui. Allez, immédiatement après un putsch, vous le savez, les meneurs ont toujours besoin d'une sorte de légitimité, une ferveur populaire, des déçus pour accompagner leur acte, donc l'entériner et le justifier. Mais le cas du dimanche dernier, au Bénin, continue de forcer interrogation. Le Béninois était plus dans le pourquoi et il n'y a pas de raison de putsch. Un putsch sans adhésion populaire, la question la voici. Est-il une exception dans le constat des putschs qui ont eu lieu dans la sous-région? Merci beaucoup Madame Toboula. Dans un premier temps, permettez-moi de condamner avec fermeté cet acte de prise de pouvoir par la force qui est d'ailleurs anticonstitutionnel. Et je pense qu'un président démocratiquement élu doit être laissé pour qu'il puisse finir son mandat. Donc, je condamne fermement cet événement malheureux, mais heureusement que tout a été déjoué. Alors, par rapport à votre question, vous rappelez le dernier coup d'État qui soit survenu dans la vie des Béninois, des Dahomey, ça remonte à 1972. Et c'est pas selon l'histoire, est-ce que la population avait vraiment soutenu cela, est-ce qu'ils avaient accompagné le coup? Il faut dire, dans l'histoire des coups d'État au Bénin, la population n'a jamais été véritablement associé ou n'a jamais donné son mandat. Parce que vous savez très bien que le peuple béninois, c'est un peuple qui est complètement enraciné dans la paix et qui fait véritablement de la culture de la paix une philosophie. Donc, ce qui s'est passé le dimanche, c'est que la population béninoise n'a pas été associée et cette population béninoise était déjà véritablement complètement plongé vraiment dans la culture démocratique. Qu'ils vous souviennent, depuis 90 déjà,
le Bénin a choisi la voie de la démocratie et ça, c'est devenu une tradition dans les habitudes, dans les perceptions et dans les actes. Donc, l'ination de la population n'est pas du tout un étonnement puisque on était déjà édifié véritablement dans cette culture de paix, dans cette culture de démocratie. Encore que un acte qui est purement militaire, qui relève des armes, la population béninoise prend toujours cette distance vis-à-vis de la violence. C'est vrai que les précurseurs ou les obscurantistes ont prévu l'insurrection populaire, ils ont tout dit sur les toiles, mais il faut féliciter cette population béninoise qui est restée réellement démocratique. Et l'autre chose est que aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont en place, il y a des lois qui encadrent désormais les manifestations à caractère populaire. Donc, le peuple étant conscient et désormais agissant par rapport au respect véritablement de la législation en vigueur, on s'est dit, ce qui se passe, c'est entre eux et c'est entre eux que ça va se régler. D'accord. Donc, vous comprenez un peu ce qui s'est passé, cette abstention de la population béninoise dimanche. Roméo Aïsségbe. Merci beaucoup, Madame Angèle. Vous savez, je me suis amusé à regarder un peu les putschs dans la sous-région, les putschs les plus récents. Je voudrais prendre pour preuve le putsch qui a un peu retenu mon attention, c'est celui récemment de Ibrahim Traoré. Quand bien même, il a fait un putsch à un putschiste. Je viens sur ce principe-là. Ce putsch qu'il a fait à un putschiste était salué par une majorité de sa population, donc quand je prends le Burkina Faso, justement parce que l'objectif, les dénonciations récupérées chez les peuples, chez la population pour faire le putsch face à Roch Kaboré, lorsque les autres l'ont observé pendant 8 mois, Dambimba. Donc on a vu Dambimba aller dans le décor. C'est-à-dire qu'il produisait véritablement de la médiocrité. Et lorsque Ibrahim lui fait le putsch, étant même du concert avec lui pour avoir fait le premier putsch, c'est salué. Ça a été salué pourquoi? Parce que il y a une certaine mauvaise gestion qui s'était installée au Burkina Faso par exemple, et les gens avaient indexé des puissances données. Et on a constaté, et même d'anciens politiques, hommes politiques, à savoir Blaise Compaoré et tout ça, et on a constaté que Dambimba, lui, va carrément dans la posture de venir réinstaller Roch Kaboré. Pourquoi j'ai fait ce tableau-là? C'est pour sauter pour aller au Bissau, Guinée-Bissau récemment. Il y a eu putsch. Et lorsque le putsch là s'est passé, la population était hébétée. La population était surprise de voir que c'est quelqu'un qui a fait un prolongement de son mandat et qui a finalement organisé une élection et a empêché que les résultats soient proclamés. Et finalement, il est sorti du jeu parce que les militaires ont pris le pouvoir et lui ont accordé les îles. Donc, quand vous regardez les interviews même de vos collègues du propre pays là, et même les observateurs de la CEDEAO et autres qui se retrouvaient sur le territoire, c'est que tout le monde était hébété. C'est quoi ça? Donc la population elle-même était étonnée. J'ai fait ces deux tableaux-là pour venir au Bénin, que nous connaissons si bien, avec un président qui a annoncé maintes fois que lui, il a fini. On a dépassé l'étape de je pars, c'est-à-dire on a lancé la procédure pour les élections prochaines. Tout est bouclé. On connaît les dates d'élection. On sait quand est-ce qu'il quitte le pouvoir. Alors, celui-là, pourquoi les rumeurs ont tourné autour de les gens sortent de par-ci par-là pour lui demander de faire une continuité, de faire un troisième mandat? C'est à cause des résultats qui ont impacté la population. Je ne dis pas à cause de d'effacement des souffrances de la population. C'est-à-dire que il y a la souffrance qui reste, comme ça peut rester même aux États-Unis, à tout le monde, pas ça. Mais il y a des résultats. On a vu des progrès les 10 années que le monsieur a fait au pouvoir. Et on estime que
si quelqu'un d'autre venait, toujours dans un état régalien, qu'on aura plus. Et on est ici, Béninois est très observateur. On a vu que lorsqu'on dit push dans un pays, on ferme les frontières, les accords sont rompus, et la démocratie disparaît, la peine de mort est rétablie. Il y a pas mal de choses, et nous sommes dans un contexte où, malgré que les gens là ont fait putsch pour dire qu'il y avait des djihadistes qui opéraient sur le territoire, les situations ont évolué de mal en pire. Et chez nous, malgré tout ce qu'on a là, l'État arrive à circoncire le mal et cherche les moyens d'endiguer définitivement. Donc, le Béninois Nanda, même si l'appel de sortie lui était lancé, ne se retrouverait pas dans ce projet de ces putschistes. Puisque, lorsqu'on va commencer à ajouter, il y a un adage qui dit dans ma langue, Fongbe, qui dit que c'est-à-dire, le couteau n'est pas déjà aiguisé, ça me fait déjà mal. Et je vois un couteau bien aiguisé, j'irai m'amuser à le toucher ou bien à m'asseoir là-dessus. Donc, dans ce cadre, comprenez avec moi que la population béninoise ne s'est pas retrouvée dans ce projet-là. Je trouverais un peu, excusez-moi, ce putsch peut-être semblant opportuniste si c'était au moment où certains partis de l'opposition n'arrivaient pas à faire valider leur participation aux élections. Je pouvais dire que au moins leurs militants, sous l'effet de colère, pouvaient dire que c'était pour leur rendre justice que ceux-là ont fait. Mais c'est consommé, c'est arrivé. Les faits, les gens ont fait dans la règle de l'art, ils ont fait des recours et tout a été expliqué et le Béninois cherche à comprendre. Même si c'est son frère qui est en tort, lorsqu'on le convainc que le frère est en tort, quel que soit le lien du sang, le Béninois lui recule. C'est pas à ce Béninois-là qu'il faut prendre au vif comme ça et apparaître devant les écrans et estimer que le Béninois va se lever et entrer dans les rues. La deuxième chose que je retiens aussi du Béninois, c'est que quand ça détonne quelque part, là, quand c'est les armes là, le Béninois ne sort pas. Quand c'est, qu'ils vous souviennent, même pour les marches de protestation, moi j'avais participé à des marches de protestation dans ce pays, sous d'autres présidents. Même quand ça commence avec gaz lacrymogène, Béninois commence par chercher comment, je me souviens au campus dans le temps, on trouve les murs qu'on prend et on rentre chez soi. Chacun, on change même les habits. Donc on n'aime pas les histoires, c'est ce que vous dites? Non, Béninois n'aime pas les histoires. C'est quand on lui dira qu'il y a l'ennemi de l'extérieur qui vient nous attaquer que Béninois dit « Je préfère mourir en dignité chez moi que d'être réduit en esclavage sur mon territoire. » Et nous avons prouvé. Donc, si c'est pour des questions d'humeur, encore que les raisons ne sont pas fondées, Béninois ne veut plus jamais vivre ce qu'on a vécu jusqu'en 89. Le Béninois ne veut plus. Bien. Monsieur Sopetan, la première question était de savoir si le cas de cette décembre concernant la réaction de la population ou le silence, si vous préférez, était une exception. Vos prédécesseurs ont répondu. Je veux approfondir la question en vous demandant si, à votre lecture, à vous, c'est effectivement une preuve que le Bénin a une âme plus ou moins démocratique. Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un grand merci. Remercier les membres de nos ancêtres. Remercier le Dieu créateur de la terre et des cieux. Parce que ce dont nous parlons ce soir, ma foi, est tellement capital pour ce pays. Moi, je me promène un peu partout sur les plateaux de radio, de télé, et ma foi, il y a que beaucoup, tous ceux qui me suivent savent que je suis une critique à la gouvernance de Talon. Ben, un Talon mauvais, je vous jure, vaut 1000 fois qu'un militaire au pouvoir. Un talent mauvais, je vous assure, vaut 1000 fois mieux qu'un coup d'État qui prend et qui met un militaire au pouvoir. C'est pour dire que je ne souhaiterais jamais cela. Si ça se passait, je n'ai pas sûr que vous et moi nous serions sur ce plateau.
si c'était réussi, je n'ai pas sûr qu'avec l'aisance avec laquelle je suis venu ici aujourd'hui, ce n'est pas évident que ce soit le cas. Donc, je voudrais rappeler à tout un chacun de nous que le sujet, ce qui nous est arrivé le dimanche passé, est tellement sérieux. Et au nom de Dieu, beaucoup de Béninois savent que c'est tellement sérieux que sortir dans la rue n'était pas une politique à mener. Aller applaudir sous les armes ce qui se passait, beaucoup de Béninois savent que ce n'était pas l'option à choisir. Donc, ces spécificités que vous évoquiez tout à l'heure par rapport au pays de l'AES, je pense que j'ai écouté, le Béninois a eu à faire des expériences. Il y a un monsieur que vous avez doublé très bien en matière de chansons, et Daniel Sagboa, qui disait dans l'une de ses chansons que de 1960 à 1970, le Bénin battait le record des coups d'État. Et il nous s'en rappelait tout à l'heure, pour la petite histoire, le coup d'État de 72. Moi, j'ai eu des parents qui ont vécu d'horribles situations de 1972 en 89. Père à son âme, la première femme de mon père, elle a pour cela détesté le feu Kérékou jusqu'à sa mort. Donc, souffrez que le Béninois qui a vécu de 72 à 89 ne puisse jamais souhaiter un coup d'État. Ça, c'est le Béninois d'un certain âge. C'est ce que je vous dis. Mais il y a nous avons, moi par exemple, j'ai appris l'histoire. D'un âge certain. Et beaucoup de gens comme moi ont appris aussi l'histoire. Il m'est arrivé une fois de faire une visite à l'hôtel Aledjo, PLM Aledjo, où j'ai rencontré des gens qui m'ont conté des histoires. Et je sais que beaucoup de gens ont eu les mêmes histoires que moi. Donc je ne peux pas souhaiter ça. Je condamne comme tout le monde. Alors après avoir dit ça, oui. Le Bénin a-t-il une âme? Un peu comme ce que le chef de l'État. Ah oui. Et ça, je sais que de là vous l'avez tiré aussi. Eh bien, moi, Nicolas, je savais que le Bénin a une âme il y a très longtemps. Je me demande si c'est seulement après les événements, c'est une question que je me pose, si c'est seulement après les événements du 7 décembre que le chef de l'État a su que le Bénin a une âme. Et le Bénin a une âme. Parce que cette direction que nous devrions prendre ou qu'on nous amènerait à prendre est une direction qui va véritablement nous déchanter très tôt, si bien même que si entre-temps nous étions même sortis pour applaudir ça. Yeah. Et Dieu aidant et aimant le Béninois par le biais des membres de nos ancêtres, par la prière que les gens ont fait, par la prière que les gens faisaient, ou par la prière que dans les temples, qu'on appelle-t-on, les adeptes de vaudou, dans les couvents, ces prières qu'on fait, ces libations qu'on a l'habitude de faire, ont protégé cette âme du Bénin qui n'a pas besoin de ça. Qui sait que, quel qu'en soit les problèmes que nous avons actuellement, nous parviendrons à les régler. Sauf que, madame, chers compatriotes, sauf que il faut que nous sachions tirer leçon de ce qui nous arrive.
Les leçons, nous allons les tirer. Ah, d'accord. Rassurez-vous. D'accord. Les leçons, on va les tirer. Là, nous sommes essentiellement sur la réaction ou le silence de la population face à cette situation ou ces événements du dimanche. La question pour vous était de voir si le Bénin avait définitivement une âme démocratique. Vous avez répondu par l'affirmative. Alors, Monsieur Godonou, si je reviens à vous, vous avez fait, comme vos prédécesseurs, un bref aperçu de ce que vous avez donc vécu aussi le dimanche. Au vu de ces éléments et de cette posture du citoyen béninois, de ce que vous avez également entendu des uns et des autres, le pourquoi maintenant, c'est pas le moment, pourtant nous sommes déjà dans un processus électoral. Est-ce qu'il faut également voir dans ce silence-là une sorte de plébiscite pour la gouvernance talon? Personnellement, c'est difficile de répondre à cette question. Mais dans mes propos liminaires, j'ai précisé au fait que la culture démocratique était devenue une habitude de la population. Maintenant, le président Talon a été élu pour un mandat. Donc ce sont les règles de la démocratie qui s'appliquent. Si à un moment donné, eh bien, le peuple n'avait pas réagi, c'est parce que le peuple béninois avait foi en cet idéal, en cette constitution qui nous caractérisait, qui désormais eh bien, définissait notre destin. Donc, plébiscite, oui, ben on sait, au sein de la population, il y a une frange, il y a une partie qui est d'accord avec les réformes qui s'opèrent, avec la voie qui est tracée pour le développement. Mais dans le même temps, il y a aussi une autre partie qui voit autrement. Maintenant, cette partie qui voit autrement n'est pas une frange, n'est pas une population guerrière, n'est pas une population insurrectionnelle. C'est-à-dire que cette deuxième partie voyait qu'à travers les élections, on pouvait exprimer réellement l'autre facette, ou bien une autre opinion de la chose. Et cette partie est restée quand même patiente. Et je peux vous dire au fait que ces événements-là ont quelque peu troublé au fait la quiétude. Ça a quelque peu dérouté la population parce que vous imaginez peut-être aux premières heures, certains étaient dans l'euphorie, d'autres étaient dans la psychose. Mais lorsque nous avons réfléchi toute la journée, je pense que quelque part, il y avait eu beaucoup plus de psychose. Parce que Nicolas est revenu sur certains nombre d'événements, mais qui pouvaient radicalement changer la vie du Bénin. Parce que on voulait peut-être nous embarquer dans une destination inconnue. Et c'est très grave. Donc, le peuple a été prudent. Le peuple s'est dit, mais si je ne suis pas d'accord avec les actions d'un tel gouvernant ou d'un tel président, ce n'est pas une raison pour soutenir ceux qui pensent venir par le biais de la violence, par le biais de la guerre, par le biais de la barbarie. Parce que là, c'est encore plus compliqué. On n'est plus sur la voie de la démocratie, mais plutôt sur la voie de l'anarchie. Et vous-même, vous savez très bien que l'anarchie n'a jamais été en fait une voie salutaire, n'a jamais été une voie de développement. C'est une destination inconnue. Ok, pour vous, si plébiscite il y a, c'est plus en faveur de la démocratie qu'en faveur de la Bien sûr que oui, qui est actuelle. devenue une culture désormais, une tradition au sein de la population béninoise. Oui, c'est que pour la même question pour vous. Merci beaucoup. J'ai constaté quelque chose, je ne sais pas si mes amis ont vu ça avec moi. De plus en plus, ces derniers temps, le Béninois, depuis 2 mois environ, a commencé par conjuguer Patrice Talon au passé. Et je vais vous donner un seul exemple pour avancer. Lorsque nous étions là, après qu'on ait clôturé tout ce qui concernait les élections, et que Kidigum, l'affaire Sénat ressort, on a constaté à travers les débats, c'est vrai que les explications... Quel Sénat?
Le Sénat, pardon. Ah, non, oui, quel Sénat? Parce que là, on en a deux. C'est pas la même que les... Non, c'est même... Ça ne fait pas même... C'est même pas les mêmes écritures, mais bon, il faut que ça ait la même voilà, merci. tonalité. Ça a la même tonalité. Alors, je voudrais juste attirer notre attention sur les postures de ceux qui sont restés critiques vis-à-vis de ce Sénat-là. Vous allez constater que beaucoup disent, si ce n'est pas pour que Talon se pérennise toujours dans une posture d'autorité, c'est-à-dire les gens le voient déjà comme président de ce Sénat-là. Donc cette réaction montre déjà que les Béninois ont commencé par réorienter leur cœur vers un nouveau leader, si c'est le cas, selon les processus, en tout cas selon la procédure à laquelle nous sommes habitués. Après les élections, un nouveau leader vient et prend l'étendard du pays. Alors, lorsqu'on était dans ça, pour moi, analyste que je suis, je constate que M. Patrice Talon est en train de quitter le cœur progressivement des Béninois. Mais ce coup-là, justement, ce 7 décembre, les questions que plusieurs personnes m'ont posées moi et que j'ai lues sur la toile étaient liées à la vie de Patrice Talon. C'est-à-dire, les gens ne se sont pas trop inquiétés de est-ce que les gens ont pris le pouvoir ou pas. De ce que lorsqu'il a fait apparition sur les médias, moi j'ai senti une certaine ferveur, même chez ceux qui ne la doutent pas, même chez ceux qui avaient fait débat en étant dans une posture critique vis-à-vis du Sénat, en espérant que c'est lui qui veut être peut-être le président du Sénat. Alors, je vous rejoins en disant que oui, c'est Talon qui est plébiscité encore devant la scène. Et ce que moi je lis par là, c'est quoi? C'est que les Béninois, en réagissant comme ça, c'est-à-dire finalement avec la posture républicaine de la majeure partie du reste de l'armée béninoise, puisque c'est une fratrie, c'est quelques individus de notre armée qui avaient pris les armes pour attaquer l'État. Lorsqu'on a vu la forme républicaine, c'est vrai que les Béninois saluent l'armée béninoise, les forces armées béninoises, mais les Béninois sont beaucoup plus contents parce que Patrice Talon est encore vivant. Et je lis à travers là que Patrice Talon devient, c'est-à-dire les poutis sont faits de Patrice Talon l'idole désormais des Béninois. Non pas pour qu'il soit président à vie, mais quelqu'un qu'on veut vivant, quelqu'un dont on a envie de voir déambuler dans les rues. Et la preuve, il a répondu à ça. Mais n'est-ce pas normal qu'un citoyen s'inquiète de la vie de son chef quand une situation pareille apparaît? Oui, ce que vous avez dit, c'est tout à fait normal. Et donc, celui qui aurait fait le contraire, c'est lui qu'on l'aurait traité d'anormal. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Mais, ça dit, dans la posture où c'est arrivé, où ce qui a fâché la plupart des Béninois, c'est que pourquoi lui en vouloir alors qu'il est partant? Ça, en matière politique, pour un homme politique, c'est que ses cotes de popularité ont commencé par monter sur certains plans. Et moi, personnellement, en fait, vous allez constater que si bouclier humain devrait avoir, c'est ce que le bain de foule qu'on a vu dans une vidéo amateur où Patrice Talon partait, où les gens le suivaient. Puisque c'est en plein jour qu'il y a eu des coups où tout le monde est resté chez lui. Et on a constaté que la personne de Patrice Talon ôter la vie à Patrice Talon qui aurait pu mettre le chaos dans le pays. Mais retrouver Patrice Talon vivant dans les cœurs des Béninois, je peux vous dire que ce n'est pas qu'ils le veulent toujours président de la République, mais les Béninois ont plus que jamais envie de plébisciter Talon, de montrer Talon comme leur trophée aux ennemis de l'État. À vie. C'est-à-dire leur manière désormais de faire mal à l'ennemi de l'État, c'est que Patrice Talon ne quitte plus l'histoire politique du Bénin. Non pas comme président de la République, mais que Patrice Talon ait une certaine longévité et qu'il ne quitte pas la scène politique. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que, vous savez, le Béninois est non violent. Mais le Béninois a une manière très sévère de répondre à quelqu'un qui lui a manqué de respect ou qui lui a fait du mal. D'accord. Voilà. Alors, oui, Nicolas Sepouetin, la gouvernance, enfin, le plébiscite est-il pour la gouvernance Talon ou pour la démocratie, comme votre collègue, M. Godono? À votre lecture, à vous. Bon, vous pouvez, à la suite du 7 décembre, observer un peu l'actualité politique. Il y a des marches un peu partout. Vous allez voir. Oui, les marches de soutien, les manifestations populaires, etc. Oui.
Ouais. Bon, à la suite de ça... Vous avez déjà participé à une de ces marches-là? Bon, moi, je n'ai pas... encore. Non, je n'ai pas encore... Okay. Non, je vous laisse continuer. J'étais curieuse, au fait. J'étais curieuse, allez-y. Non, je n'ai pas pu faire ça. Je n'ai pas fait ça. Et pourtant, je ne dénie pas le droit à ceux qui le font de le faire. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, quand vous observez cela, vous pouvez être amené à dire oui, finalement, en fin de compte, les Béninois adoubaient alors en sourdine. Je demande... Il y a une sorte d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est-à-dire que dire aujourd'hui, là où nous sommes, qu'au vu des événements, et que parce que les Béninois ne sont pas sortis, ça on a expliqué ça de fond en comble, je pense que ce n'est pas forcément parce que tous, ou en grande majorité, comme mon ami a voulu faire croire, en évoquant peut-être le fait que la cote de popularité de mon président se serait encore augmentée. Moi, je me dis que, au fait, ce n'est pas vrai. Il faut que nous sachions que on est allé tellement loin que moi, dans ma tête, ça n'était jamais arrivé de penser même que quelque chose comme ça nous arriverait. Jamais. Même malgré tout. Pourtant, voilà. Je peux vous dire que des gens ne peuvent pas dire autre chose à l'heure actuelle. Je vous dis... Moi, je ne peux pas vous reposer ma question, parce qu'on dirait qu'on s'écarte de ma question. Je dis si plébiscite il y a, parce que M. Godon dit si plébiscite il y a, c'est en faveur de la démocratie. Oui. M. Aïssegbe dit que c'est en faveur de la gouvernance et surtout de Patrice Talon. Je peux m'accorder avec le principe de ce que nous sommes, sur le plan de culture démocratique, nous sommes plus attachés à quelques valeurs, à quelques principes démocratiques et qui ne nous autorisent pas à aller vers la force pour prendre le pouvoir. Bien. D'accord? Et donc, qu'on ne se trompe pas, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut véritablement faire quelque chose pour que plus jamais nous ne vivions ce qu'on a vécu, qu'il faut tirer les leçons, qu'il faut faire en sorte que, même si tout le monde, parce que c'est vrai, quelqu'un a dit quelque part, que gouverner c'est exclure, oui, parce que justement, la volonté générale n'est jamais la sommation des volontés. Et donc, il faut faire en sorte que la volonté générale soit quand même l'équivalent de la majorité. On va passer au second sujet, évidemment. Le second sujet qui concerne la CAN 2025, vous le savez, le sélectionneur du Bénin, Guénaro, a officialisé la liste des 28 joueurs retenus pour le stage préparatoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette sélection marque le coup d'envoi des grandes manœuvres pour l'équipe nationale béninoise. Monsieur Aïssegbe, un stage déterminant peut-être pour affiner les tactiques de notre sélection avant la phase finale de cette compétition. Merci beaucoup, Madame Angèle. J'ai souvent dit, depuis ces 10 dernières années, que le Bénin travaille beaucoup plus à avoir d'équipe. Et la méthodologie de ROR me donne de plus en plus raison. Parce que quand vous voyez comment est-ce qu'il procède, c'est qu'il ne met pas devant le talent qu'on reconnaît pour un joueur quant à son individualité, mais il tient beaucoup plus à un jeu d'équipe maîtrisé pour que le Bénin ait un jeu. C'est-à-dire, le Bénin peut avoir par moment brillé par le passé à cause de certains joueurs, et nous nous amusions vraiment à voir ces noms-là, et on est frustré s'ils ne sont pas alignés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je trouve que c'est un travail qui est beaucoup plus orienté, c'est vrai, orienté vers la compétence pour que nous puissions faire tâche dure, indélébile au Maroc, mais aussi orienté vers la population béninoise pour la culture de ce que l'équipe, aujourd'hui où nous sommes dans une certaine difficulté
de talent à l'intérieur, où on est en train de travailler à faire émerger, à consommer aussi des locaux, que le sélectionneur se donne du temps et fait d'une certaine transparence un certain nombre de démarches. Qu'il vous souvienne, moi, j'ai remarqué le 11 dernier, par exemple, lorsque j'ai entendu que pour la bataille du Maroc, par exemple, le sélectionneur a préféré convoquer un certain nombre de joueurs. Quand j'ai vu la liste, c'est que l'impression que j'ai eue tout de suite, c'est ça, je viens de décliner, par exemple, j'ai constaté, j'ai dit, mais quel est ce sur quoi ce monsieur compte pour avoir fait cet échantillonnage-là? Alors, je me suis convaincu en même temps, en me rendant compte du fait que, en procédant à ce lancement de ce stage, c'est qu'il est en train de nous montrer que la CAN n'est pas gagnée d'avance, mais qu'il veut travailler à envoyer la meilleure équipe à cette CAN-là, et pour qu'on ne se trouve pas dans une forme de l'improvisation à la dernière minute. Quand je dis l'improvisation, c'est quand les résultats vont tourner dans tous les sens, il aura de quoi se justifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il est le meilleur, qu'il a pris la meilleure méthodologie, mais en fait, il pourra se justifier en mettant à la surface des responsables de la fédération ce qu'il a eu comme résultat à ce stage-là. Quand vous consultez très rapidement la liste qui a circulé, des cadres en attaque, la confiance aux locaux, jeunes, 3 gardiens, etc. Est-ce que ça vous inspire un certain niveau de préparation pour nous garantir peut-être, en tout cas, un positionnement assez intéressant dans cette aventure du Maroc? Voilà, vous parlez à quelqu'un qui avait tellement espéré voir le Bénin aux USA et qui ne l'a pas vu. Bien, et quand je regarde les équipes qu'on a et qu'on voudrait aller rencontrer là-bas, je me suis réservé moi personnellement de pronostiquer. Alors, j'ai donné raison à Rohr parce que c'est lui qui est au front, c'est lui qui offre sa poitrine, c'est lui qui voit le jeu de près. Et comme on le dit souvent, celui qui a la touche est pratiquement le meilleur joueur que celui qui est sur le terrain. Et s'il a choisi ses pions, je me suis dit qu'il a tiré des leçons de ce que nous avons vécu récemment. Et donc, je compte sur le fait qu'en invitant ceux-là d'abord, par rapport à l'écurie qu'il a, c'est les meilleurs éléments de son écurie. Parce que si je vais me fier, moi, par exemple, à des résultats individuels, je vais citer des noms qui ne se retrouvent pas dans ce nom qu'on a là. Mais je fais confiance à l'esprit d'équipe et j'espère que ceux-là qui ont été choisis vont se rendre compte que leur mérite ne se retrouverait que dans le jeu collectif pour faire gagner le pays. Monsieur Godonou, vous avez consulté la liste de ces 28 stagiaires pour l'expérience du Maroc. Alors, quand vous regardez, c'est des noms connus, peut-être certains absents, certainement. Cela vous inspire quoi? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais faire une rétrospective sur le processus que le sélectionneur national a eu à mettre en place pour arriver à ces 28 joueurs-là. Je vous rappelle qu'entre-temps, il y a eu un stage de sélection et ça s'est passé au Bénin. Pour moi, personnellement, l'entraîneur à un niveau donné, après notre qualification, et surtout aussi cette élimination contre les Super Eagles du Nigeria, je pouvais dire que ça a été une élimination douloureuse pour nous. Mais ça a quelque peu chamboulé un peu la perception que Gernot Rohr a de l'équipe et il a voulu à un niveau donné l'étoffer. En faisant appel aux Afro-descendants, il est allé chercher Akime, Adam, il est allé chercher Felipe Santos. Et parce que là, il faut aussi féliciter le chef de l'État qui a promulgué cette loi et qui permet aux Afro-descendants désormais de revenir sur la terre de leurs ancêtres pour apporter quelque chose de plus grand. Malheureusement, Felipe Santos, pour des raisons de blessure, ne pourra pas répondre. Mais, mention spéciale à ce coach-là qui a pensé étoffer. Il y a déjà une ossature. Dans cette ossature, au niveau, le dernier rempart, on a 3 gardiens. Il y a un rescapé qu'on appelle Alagbe qui était de la génération de 2019. Mais malheureusement, aujourd'hui, sa méforme dans laquelle Ivegette ne lui permet pas d'occuper cette position de gardien number 1 et que c'est Dandino aujourd'hui
qui gagne véritablement le cœur du sélectionneur. Là, c'est un fait. Il a l'expérience, mais il n'a plus véritablement la jeunesse. Et là, si on rentre dans la charnière défensive, il y a un seul rescapé que je suis en train de voir, qui est Olivier Verdon, sans oublier aussi à Kiki, David. Ils ont de l'expérience. Mais là, aussi en situation de club, c'est vrai qu'avec Ludo Goretz, Verdon reste titulaire, mais à l'équipe nationale, il n'arrive pas réellement à convaincre. Dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut faire remarquer que le premier match que les Guépards vont jouer contre les Léopards RD Congolais, on va devoir aborder cette rencontre-là sans 5 joueurs qui sont des joueurs cadors. Je veux parler de Steve Mounier qui ne va pas pouvoir débuter. Je veux parler de Mohamed Tidjani qui est le défenseur incontestable dans le bastion défensif de notre équipe, sans oublier Andrea Ontonji. D'abord, dans un premier temps, il y avait accumulation de cartons, et parce qu'il a joué un match avec Sante Paoli, et il s'est fait blesser, et l'infirmerie confirme qu'il ne pourra pas réellement participer. Il faut aussi faire remarquer qu'il y a Junior Laïtan, au niveau de l'animation offensive qui ne pourra pas. Et puis il y a un 5e joueur dont je ne connais pas le nom. Nous allons aborder cette rencontre difficilement. Alors, quel sera le schéma que Guénot va pouvoir mettre en place pour faire face à cette équipe qui est très très redoutée, vu son parcours, et qui est probablement mondialiste, puisqu'ils ont battu le Nigeria qui nous a éliminés aussi. Alors là, est-ce qu'il faut conjuguer avec Alagbe, parce que Danjinou aussi est forfait pour cela. C'est très difficile. Et actuellement, ce qui se passe avec le sélectionneur, on ne sait pas exactement comment nous allons aborder. Donc, c'est tout le doute. Si nous voulons réaliser un exploit, il va falloir forcément aller puiser dans la jeunesse, mais tout en pensant aux joueurs expérimentés, sauf ceux qui traversent une méforme et qui malheureusement ne pourront pas contribuer à cet exploit. Merci pour cette analyse. Oui, monsieur Sopetan. Je suis d'accord avec Innocent. Le mérite revient à Guénot tout de même de nous avoir fait qualifier pour cette CAN, ce qui n'était pas son objectif principal quand il descendait à l'aéroport de Cotonou. Donc félicitations au moins à lui. Moi, c'est sur ce même plateau, je l'avais critiqué, j'avais dit il y avait la CAN 2025, il fallait nous parler de ça avant d'évoquer la Coupe du Monde. En fin de compte, il nous concocte une liste qui aurait pu être étoffée par les afro-descendants dont il nous en parlait tout à l'heure, parce que effectivement on a constaté des lacunes, certainement en absence de Junior Laïtan ou encore de Steve Mounier, on aurait pu offrir les services de ces afro-descendants, malheureusement parmi eux il y a eu des blessures qui ne pourront plus participer, ce qui est dommage. Je pense que, de toute façon, il y a eu un travail, comme l'a dit Roméo, il y a un travail qui est fait, parce que l'un des reproches que nous faisions à son prédécesseur, en l'occurrence Michel Dussuyer, c'était de ne vouloir jamais compter sur les valeurs locales. Lui, il a eu le courage de le faire, avec les Moumouni, avec bien sûr les Dodo Doku, avec comment il s'appelle, Fassinou Rodrigue et bien d'autres qu'il a promus et qui sont au-dessus de cette liste-là. Nous le félicitons pour cela. C'est vrai que la question fondamentale à se poser, et ça je crois que Innocent dans son analyse sous-entend poser ces questions-là, quel pourra être véritablement le poids de cette équipe-là, vu le groupe dans lequel nous nous retrouvons à la CAN. Et le début même de cette CAN avec la RDC est un début problématique. Malheureusement, cette équipe qui devrait bénéficier d'une attention particulière pour l'accompagnement, je ne parle pas de ce que
l'administration peut apporter, je ne parle pas de ce que le gouvernement peut apporter, je parle de la ferveur publique qui devrait accompagner cette équipe. Il se fait que les événements chez nous ont plombé un tout petit peu l'attention qu'on devrait accorder à cette équipe et l'accompagner aussi dans les prières. Non, je parle des événements politiques de chez moi qui n'ont pas permis à ce que... Parce que quand une équipe va à la CAN, on a besoin de cette... Les joueurs ont besoin que les gens les accompagnent. Que par exemple, vous vous souvenez de 2004, quand le Bénin devrait participer à sa première CAN. Combien d'artistes n'ont pas produit de chansons? Donc, voyez-vous, peut-être que ce n'est pas le talent actuel qui manque, ce n'est pas le talent qui manque. Donc, je pense que... Depuis la communication de la date de cette CAN, ben, on se disait que ça allait être en plein processus électoral. On le savait déjà, monsieur Sokweta. C'est pas nouveau, en fait. Donc, non, moi, ma remarque n'est pas perçue, je crois. Je pense alors. En fait, c'est ça, je vous fais comprendre que bon, c'était déjà connu, que oui, ça aurait... peut-être je pense que ça manque handicap. Et je voudrais inciter alors le public, parce que s'il y a une chose qui nous unit encore oui, très fortement aujourd'hui, c'est encore cette équipe-là. Oui. Et nous devons l'accompagner. D'accord. Là, il n'y a pas opposant, il n'y a pas mouvancier. Tout le monde, oui, c'est derrière les guépards, quoique avec l'analyse de Godonou, on peut penser qu'on a un guépard, même si ce n'est pas à quatre pattes. Monsieur Sokweta, vous voulez enlever une patte à ce guépard-là maintenant encore? Oh, monsieur Sokweta, sacré. À quatre pattes solides, je vous dis à on se retrouve au Maroc pour soutenir l'équipe. Oui. Excusez-moi, je voudrais faire deux précisions. Rapidement, là, on a la première précision, c'est les conditions dans lesquelles l'équipe s'entraîne. L'équipe de RD Congo a voyagé pour aller en Espagne. Et vous savez très bien que l'Espagne et le Maroc partagent une certaine similitude sur le plan climatique. On est resté tout le temps au Bénin. Il y aura un problème d'acclimatation, surtout pour les jeunes, les locaux. Deuxième élément, on sait que sur le plan compétition, nous n'avons pas réellement une équipe qui pourrait nous amener en quart de finale ou peut-être en demi-finale. Mais pourquoi ne pas déployer la diplomatie sportive pour aller chercher les services d'un certain Colin Dagba, d'un certain Atuata? Je pense que là, il faut véritablement... Parce que quand vous prenez la RDC, il y a Wan-Bissaka qui longtemps avait espéré jouer pour les Free Lions d'Angleterre, mais qui a finalement est revenu au pays. Donc, il faut aussi une diplomatie offensive pour aller vers ces cadeaux-là qui peuvent apporter surtout une valeur ajoutée à notre équipe nationale. Cette sélection est-elle prête pour affronter les autres équipes, surtout dans le groupe dans lequel nous sommes? On verra à l'œuvre. Bon, moi, je vais être factuel. Je ne vais jamais mettre mon cœur sur un plateau concernant les guépards, quoique de... Mais non. Mais non. C'est sur ce même plateau. C'est sur ce même plateau que j'ai toujours dit que nous avons une équipe. Non. Vous savez, c'est-à-dire la dernière, je dirais, le dernier match avec les Super Eagles. Non, d'abord, non, je laisse les Burkinabés. Les Nigériens, ce n'est pas le fait qu'on nous ait battus qui m'a fait mal, mais c'est le jeu qu'on a offert face à ceux-là par rapport au standing qu'on avait fait précédemment. Alors, comme je l'ai dit, on est en train de construire une équipe. C'est vrai, tout est là. Aujourd'hui, les joueurs évoluent sans le public. Et comme les infrastructures sont en train d'accompagner, j'espère bien que dans 5-10 ans, les joueurs vont évoluer ici. Effectivement, c'est là le sentiment de vouloir avoir des mercenaires au sein de notre équipe. Quand je dis mercenaires, vous savez de quoi je vais parler, légalement parlant. Et nous saurons quel résultat on veut. Il y a des critères de choix. Et donc aujourd'hui, on a une équipe. Moi, je veux croire qu'ils vont véritablement aller comme une armée au Maroc, en se disant dans leur tête, ce n'est pas le talent qu'on va leur montrer, ce n'est pas pour impressionner ceux qui vont nous acheter, mais c'est de prendre la victoire. C'est-à-dire le Béninois aujourd'hui ne veut plus les petits jeux. Le Béninois veut savoir si à la fin au moins c'est 1-0 en faveur du Bénin. Et je les exhorte pour ça. Je les soutiendrai. Si possible, je ferai le déplacement pour le Maroc. Mais je l'ai pris de garder nos cœurs
à les garder. Bon, on connaît les 28 donc, stagiaires qui certainement, on le suppose, seront titularisés, en tout cas pour ce qu'on connaît de la pratique. Ceux qui le peuvent iront au Maroc pour soutenir cette équipe. N'oublions pas, ça reste un jeu. Et il faudrait donc garder à l'esprit que l'objectif, c'est la victoire. En cas d'échec, on prend également, puisque dans un jeu, c'est soit la victoire ou l'échec, mais tous derrière les guépards. C'est tout pour le débat de ce vendredi. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine faite d'actualité et d'analyse. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Merci de nous avoir suivis. E-Télé avec vous. Pour vous.